Je vous Oui, propose de passer maintenant la parole à la deuxième présentation d'illustrations concrètes et surtout la conversation se continue dans le fil de discussion écrit. Mais donc je voudrais maintenant passer la parole à Vincent Demortier puisque notamment il y avait eu une question d'Alexis Semama tout à l'heure qui le concernait très directement. Donc Alexandre, Vincent, est-ce que vous nous entendez? oui, moi je vous entends bien. Bonjour Céline, bonjour. Bonjour, tout va bien? Et vous devez voir aussi ma présentation. Et alors, on voit le début d'une présentation. Ouais, ouais. J'imagine Voilà. que c'est la vôtre. Vous devez voir Et ma voilà, tête c'est maintenant parti. sur le Et vous slide. êtes attendu avec impatience par Alexis qui a remis un petit message. Donc Ok, c'est à vous, dans un temps record, évidemment, comme à chaque fois. Merci beaucoup. on va y aller. Donc moi je parle ici au nom d'une association qui est basée en France, mais qui est bien intégrée euh, dans l'approche européenne là, qui a été décrite auparavant autour de la boussole numérique, on intervient en tant que hub d'innovation numérique pour accompagner la transformation numérique des territoires, mais aussi des entreprises, en particulier des plus petites. Et concernant cette action au niveau des territoires, on la concrétise dans notre engagement dans le réseau Open and Agile Smart Cities, et on repose nos activités sur la communauté open source Fireware qui a été évoquée tout à l'heure par Alexis dans le chat. Donc avant de rentrer vraiment dans le cas concret, je vais aller très vite sur cette notion de concept clé qui est l'interopérabilité dans le contexte de la virtualisation et la numérisation des processus. Qui soutient en fait les approches technologiques qui ont été évoquées au fil des présentations. Et je vais m'attarder juste un petit peu voilà, pour insister que c'est vraiment un vecteur pour aller vers cet enjeu de souveraineté numérique à l'échelle locale et bien sûr garder cette souveraineté dans une gouvernance publique. Et puis un autre enjeu très important par rapport à ce concept, c'est la réplicabilité et l'applicabilité dans tous les territoires. Ça a été aussi évoqué que ça doit être quelque chose qui est inclusif, y compris pour les territoires les plus petits ou les plus ruraux. Alors, à partir du moment où on s'inscrit là-dedans, on peut aussi se poser la question de pourquoi virtualiser. Donc, si on s'inscrit sur une ligne de temps, évidemment, la virtualisation, comme ça a été montré avant, hein, ça permet de comprendre ce qui se passe en temps réel. Et puis, par l'accumulation de données, on va pouvoir apprendre du passé avec l'enjeu, bien sûr, d'influencer le futur à court terme pour faire évoluer la situation immédiate et améliorer les comportements, mais aussi à moyen terme pour faire évoluer les infrastructures et la qualité de l'environnement, et évidemment à plus long terme pour que les politiques soutiennent la qualité de vie des citoyens et du plus grand nombre. Alors, comment faire concrètement déjà, appliquer des grands principes qui sont d'assurer l'indépendance technologique vis-à-vis de la multitude de fournisseurs de solutions. Et puis, s'efforcer de rendre les marchés publics plus accessibles, y compris aux PME et a fortiori les PME locales. Et puis, de façon on va dire plus stratégique, cette approche d'interopérabilité permet de combiner les avantages d'un déploiement incrémental, ce qui a été évoqué en tout début de session, avec celle d'une approche globale, puisqu'on peut très rapidement implémenter des cas très concrets, tout en structurant et en fixant les guides pour des déploiements plus importants comme ceux qui ont été montrés par Hugo juste avant. Et ça repose, donc ce concept de plateforme numérique interopérable repose sur deux piliers essentiels qui sont les API standardisés et libres d'accès, en tout cas dans les spécifications bien sûr, pour interagir avec les actifs virtualisés, et puis un modèle de données qui permet de rendre compréhensibles et intelligibles ces virtualisations. Et ça, on peut l'appliquer, encore une fois, quelle que soit la phase du projet dans lequel on se trouve, que ce soit de l'expérimentation jusqu'à des marchés publics et des déploiements plus importants. Alors la bonne nouvelle, comme ça a été encore une fois évoqué auparavant, c'est qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait au niveau européen historiquement
par les différents réseaux qui ont été évoqués, hein. Et un livrable très concret, c'est ce groupe de Minimum Interoperability Mechanisms, MIMS pour les intimes, qui permet de structurer les approches et d'avoir des points de repère en fait dans les déploiements. Et puis on a les moyens de déployer ça concrètement, notamment encore une fois grâce à la standardisation qui est faite par l'ETSI sur ce standard en particulier, mais sur d'autres aussi, et sur des contributions autour de la constitution de référentiels de modèles de données, notamment Smart Data Models, qui, encore une fois, accessible et disponible. Et puis finalement, voilà, cette fameuse couche de composants open source qui a vocation à implémenter tout ça, qui est portée notamment par la fondation Open Source Fireware. Alors, avec qui on peut faire ça? C'est ça aussi qui est intéressant. Je ne vais pas revenir sur les modèles d'accompagnement, puisque ça, c'est l'objet du prochain webinaire, comme l'a expliqué Céline tout au début. Mais ce qui est intéressant à noter ici, en tout cas aussi à l'échelle française, c'est qu'il y a de plus en plus de partenaires privés, en tout cas, quelles que soient leurs échelles, donc, encore une fois, que ce soit des PME, mais aussi des grands groupes, qui commencent à monter en compétences et à pouvoir apporter des compétences sur et à adopter en fait ces modèles ouverts. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour ceux qui veulent monter des consortiums en exploitant ça. Il y a à l'échelle française, mais évidemment aussi à l'échelle européenne, des acteurs qui sont disponibles pour le faire. Alors on passe à l'exemple concret, là pour le coup vraiment au ras des pâquerettes par rapport à ce qui vous a été montré avant pour le cas pour des cadres d'application de jumeaux numériques locales, cette fois au niveau très opérationnel, puisqu'on va parler de la gestion des opérations sur les terrains de sport et de foot en particulier, avec un double objectif, en tout cas à ce niveau-là, de limiter les déplacements et les temps d'intervention des agents qui ont la charge de ces espaces, et puis l'autre, de réduire les consommations d'eau. Sachant que voilà, quand on définit ce genre d'objectif, on va devoir combiner encore une fois tout un tas, et ça c'est commun à toutes les approches de jumeaux numériques, quelle que soit la granularité et les enjeux, hein, et l'horizon des enjeux, on doit combiner un ensemble de systèmes hétérogènes qui sont souvent installés et exploités en silo. Et donc cette couche de plateforme numérique interopérable va fédérer tous ces systèmes et rendre accessible et encore une fois assurer la souveraineté et la pérennité. Si on change un des composants des systèmes, le système global continue de fonctionner et surtout la collectivité garde la main sur les données et sur les processus, et ça permet à des tiers ou en interne de développer des applications intelligentes, transversales. Et un effet aussi qui n'est pas à négliger de cette couche technique, c'est que la plateforme interopérable, elle sert de langage commun et elle facilite les échanges entre toutes les parties prenantes, que ce soit des représentants des collectivités locales, de la PME ou du grand groupe fournisseur de solutions. Donc voilà, on va passer à la démo cette fois. Donc je précise d'ailleurs que cette démo, elle est basée sur un cas qui a été implémenté, hein, qui a fait l'objet d'une expérimentation, enfin, qui a suivi tout le cycle jusqu'à la procédure d'achat public et qui a été déployée. Et donc là, c'est un sous-ensemble, voilà, je vous montre le back-end en fait, qui est le modèle avec ce modèle de données, donc qui est un sous-ensemble du vrai modèle de données qui a été déployé par une ville médiane, hein, d'ailleurs. On ne parle pas d'une grande ville ici, une ville française médiane qui a implémenté ce système. Le modèle de données a été construit à partir du référentiel donc des Smart Data Models que j'ai évoqué tout à l'heure, et on a pu donc assez rapidement créer cela et virtualiser. Ah pardon, je dois me réauthentifier, je l'avais oublié celle-ci. Ma session a expiré, je vais très vite me reloguer. Donc on va aller sur le cas qui nous intéresse. Voilà, désolé pour ça. Donc là, on voit toutes les entités des terrains qui ont été créés. On peut aller sur un terrain en particulier. Donc on peut naviguer au travers des entités et du graphe d'entités virtualisées. Et surtout, voilà, ce graphe de ces entités qui ont été virtualisées donc, en utilisant les briques open source que j'ai évoquées dans ma présentation, on les a utilisées pour coordonner et créer un cas d'usage et une optimisation du management du terrain qu'on va illustrer cette fois avec la présentation que mon collègue va partager. Donc Pierre, si tu veux bien partager ton écran, comme ça moi tu fais la visite et moi je vais faire le commentaire.
Donc, il faut peut-être que j'arrête le partage. Voilà, mon collègue Pierre va partager l'écran. Donc, ici, c'est évidemment un environnement de simulation, hein, mais je répète encore une fois, le mécanisme a été implémenté. Donc, on va se diriger directement vers l'entrée du stade pour saluer nos sponsors. Voilà, et on peut rentrer directement sur la scène et sur le terrain. Donc ici, il s'agit d'une virtualisation voilà, anonymisée évidemment du stade. On a les points d'intérêt qui ont été rendus accessibles pour la visite. On va directement aller dans la salle de contrôle pour avoir une vue panoramique du terrain. Voilà, et grâce à cette vue panoramique et aux outils de contrôle, on peut par exemple, depuis les entités donc, que j'ai montrées avant sur le back-end, pouvoir afficher où se trouvent par exemple les capteurs d'humidité et les bus d'arrosage sur le terrain et visualiser ça. On peut passer à l'opération d'arrosage. Voilà, on retrouve les principaux paramètres, donc les quantités d'eau qui vont être dispatchées par chaque bus d'arrosage. On peut visualiser ces quantités d'eau sur le terrain en affichant voilà, les volumes d'eau. Peut-être tu peux fermer la fenêtre de contrôle pour qu'on ait un meilleur aperçu. Donc ça permet effectivement de visualiser où le terrain doit être plus ou moins arrosé et aussi de générer des préconisations en fonction des données météo, en fonction de l'humidité du sol, etc. On peut modifier les quantités d'eau prévisionnelles de façon interactive et on voit les effets sur la visualisation. Et puis, et bien surtout, on peut simuler aussi cette opération d'arrosage. Voilà, on peut démarrer l'opération d'arrosage et on voit une simulation rapide de cette opération d'arrosage. Donc, on voit aussi, par exemple, pour faire écho à l'implication des différents publics, bien sûr, ça peut servir, ce type de simulation et d'outils virtuels peut aussi servir dans le cadre de formation des équipes, des agents techniques, mais aussi d'intermédiation avec l'implication des citoyens pour mieux comprendre effectivement l'impact du numérique au quotidien. Alors on continue le contrôle peut-être aussi en montrant l'exemple de la tonte. Donc là, même principe, hein, encore une fois, ce sont les mêmes API qui sont derrière, les mêmes outils techniques qui permettent de façon indépendante de piloter les équipements. Donc là, on peut par exemple définir la zone de travail de la tondeuse robotisée. Donc voilà, si on démarre l'opération de tonte. Voilà, la tondeuse se met en marche. Et pour illustrer le principe d'interopérabilité, si on souhaite, pour une raison ou pour une autre, déclencher un arrosage au même moment, eh bien, il y a une notification qui va être envoyée à la tondeuse pour qu'elle regagne sa base de charge et puis ensuite, une fois qu'elle a regagné, qu'on puisse déclencher effectivement les opérations. Donc, vous voyez, c'est une démo très rapide pour montrer qu'on peut se positionner aussi à un autre niveau de granularité par rapport aux enjeux d'urbanisation et de simulation qu'a montré Hugo juste avant. Le jumeau numérique et les données et les plateformes interopérables peuvent aussi intervenir à un niveau de granularité plus opérationnel. Et c'est les mêmes plateformes, les mêmes outils qu'on peut utiliser à ces différents niveaux. Voilà pour Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette démonstration et l'ensemble de ces éléments. On a un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat qui sont relativement précis. Si vous en êtes d'accord, je vous invite peut-être à y répondre directement par écrit. Ça permettra d'être beaucoup plus détaillé que ce qu'on aura le temps de faire par oral. Mais en tout cas, on voit bien effectivement par l'illustration comment ce type de plateforme et cette interopérabilité sont mises en œuvre pour pouvoir le réaliser. Très intéressant. Merci beaucoup.